Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end. On va maintenant regarder qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Premièrement, évidemment, le petit retour habituel sur la semaine dernière, qui était une semaine extrêmement volatile. Vraiment plusieurs choses intéressantes à discuter à propos de cette semaine-là. Je veux vous parler aussi de mon côté. Ça a été une semaine un peu plus difficile, surtout frustrante. Premier Red Week là, pour ma part depuis début janvier. Rien de dramatique, mais ça a vraiment été une semaine qui a été challengeante. Là, puis je veux qu'on discute un peu de ça ensemble. Par la suite, évidemment, regarder un petit peu qu'est-ce qui nous attend côté calendrier économique et sur la planification de la semaine qui nous attend. Donc, premièrement, retour sur la semaine passée. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous avais dit. Le titre, d'ailleurs, du vidéo était « OK, la fenêtre s'ouvrira-t-elle? Est-ce que la fenêtre va s'ouvrir? En parlant de cette fameuse faiblesse potentielle-là dans la semaine post-OPEX. Écoutez, la semaine a bien débuté, puis je veux vraiment qu'on en parle encore une fois de tous ces concepts-là, parce qu'il y a des éléments clés que je vous répète semaine après semaine qui doivent être en place pour voir certaines choses se réaliser. Et encore la semaine passée, qu'est-ce qui a manqué? C'est le VIX. La volatilité, on va la regarder ensemble, mais ça n'a pas été en mesure de se réaliser. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un méchant snapback sur le upside. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit aussi, c'est que si on n'est pas capable de baisser lorsqu'on devrait baisser, qu'est-ce qui arrive? C'est que le snapback, l'effet inverse va être beaucoup plus violent que juste une trend normale. Et encore une fois, on a eu la preuve. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Premièrement, on surveillait là vraiment, encore une fois, ce void-là qui nous donnait un certain intérêt. Je vous mentionnais, OK, si on revient en dessous, qu'on close en dessous, je voudrais qu'on aille attaquer ce genre de double bottom-là autour du low de la semaine précédente. Et à l'inverse, évidemment, si on avait du upside à voir, ben, c'était vers le all-time high qui était un target assez évident. Donc lundi, mardi, faiblesse intéressante, puis par la suite, en fait lundi c'était fermé, donc mardi, mercredi, faiblesse intéressante, puis par la suite, boom, gap and go qui s'est mis en place vers une explosion parabolique, blow-off, appelez-le comme vous voulez, mais c'est le genre de mouvement où ce que les gens comprennent pas trop, puis je veux qu'on revienne un peu là-dessus, parce que, tu sais, oui, si on regarde du côté du Nasdaq, c'est la même chose, là, on avait la faiblesse du vendredi, par la suite, lundi c'était fermé, mardi, mercredi, on a touché encore une fois, premièrement, le bloc ici en daily, le void en weekly, puis boom, on a take out le low de la semaine précédente, alors que sur le SP500, on ne l'a pas fait. Donc, énorme divergence qui s'est bâtie sur les indices. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lui aussi, énorme gap and go vers des new all-time high vendredi. Je vais prendre la peine d'aller sur un time frame intraday, c'est-à-dire on peut ouvrir le 1 heure. Lundi, comme je le répète, c'était fermé, mais mardi et mercredi, la façon qu'on a baissé, c'est tellement important. Mais le trading, là, c'est pas juste de dire, OK, on a ces niveaux-là, on y va ou on y va pas. C'est beaucoup plus que ça, puis c'est ce qui rend ce qu'on fait tellement unique puis tellement plaisant, parce que on est capable de comprendre certaines choses qui, tu sais, lorsque j'ai débuté, c'est pas le genre de choses que je regardais, je me demandais pourquoi que ça marche pas, sans nécessairement comprendre le pourquoi. Maintenant, avec qu'est-ce qu'on fait, le système, l'enseignement qu'on offre, c'est des choses qu'on peut expliquer, puis ça rend les choses tellement plus faciles. Je vous dis pas que c'est facile, mais lorsqu'on comprend quelque chose fondamentalement parlant, puis je vous parle pas des fondamentaux, là, des données économiques, puis des earnings, etc. Je vous parle de comment que le marché travaille, comment que le marché fonctionne. Lorsque vous êtes capable de comprendre ça, ça devient juste plus logique et plus facile de gérer les émotions puis appliquer vos stratégies, etc. Cette semaine, oui, on était bearish en début de semaine. Oui, on a vu de la belle faiblesse. Oui, on a eu des beaux trades possibles vers les objectifs, ce qui était premièrement le lot de la semaine précédente. On l'a ridé mardi directement, de façon assez agressive, vraiment très jolie. Par la suite, ça a commencé à se gâter. Pourquoi je dis que ça a commencé à se gâter? Parce que la journée de mercredi était une journée pivot. Qu'est-ce que j'avais dit la semaine passée? On va framer la semaine autour de mercredi. Pourquoi mercredi? Il y avait les earnings d'NVIDIA et qui étaient vraiment importants. Regardez la façon qu'on a drivé down. Vraiment, c'est ce que je vais vous expliquer là, c'est que non, ce n'est pas un mouvement qui est sain. C'est pas sain de voir ça dans le SP500, dans le Nasdaq, ce genre de move-là. On parle de 700 points en moins de 24 heures. Un move de pratiquement presque 5% en moins de 24 heures qui est énorme. Par contre, ça se justifie. Pourquoi ça se justifie? Parce que, comme je vous dis, la fameuse fenêtre, si on a à réaliser la volatilité et prendre de l'expansion en dessous du lot de la semaine précédente, tu dois prendre de l'expansion en dessous du lot de la semaine précédente. Regardez la façon qu'on a droppé. Lower high, lower high, lower high.
lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Qu'est-ce qui arrive quand on snap ça? Ça crée une liquidité qui réside là-dedans de façon exponentielle. Et c'est comme si là, on allumait une allumette et que ça, c'est du gaz qui traîne partout. Donc, quand tu te mets à ramasser ça, ou ce que tout le monde essaye de shorter, mais qu'on fait un lower low, mais qu'on est racheté à chaque fois, puis c'est ce que je disais mercredi dans le live, je dis, écoutez, j'aime vraiment pas la façon qu'on est en train de plonger actuellement. Il faut que vous voyez de l'expansion. Sinon, c'est l'effet de levier inverse qui va arriver, ça risque d'être très violent. Et guess what? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, tu peux me dire, ah, les earnings Nvidia, c'est ce qui a sauvé le marché. C'est vrai, oui puis non, parce qu'au final, la façon qu'on avait plongé était vraiment pour nous ramener plus haut. Donc, tu sais, il faut s'adapter, puis lorsqu'on comprend ça, ça n'a pas été une surprise de voir ça. Lorsqu'on on a vu le spike, on a grindé overnight, on a continué à pousser, c'est juste, c'est assez... Ça se justifie assez bien. Est-ce que c'est sain? Non. Mais ça demeure, encore une fois, dans un environnement qu'on va discuter plus tard tantôt, mais où est-ce que vous devez être prudent? C'est difficile de contrôler ses émotions là-dedans, mais à l'inverse, vous voulez pas vous faire prendre à chasser ce genre de mouvement-là, qui, oui, se justifie, mais n'est pas très, très sain. Donc voilà, du côté des indices, c'est la petite parenthèse que je voulais ouvrir sur le retour de la semaine passée. Vraiment, là, une grosse force, alors que, techniquement parlant, on est dans un moment où cette force-là devrait être moindre / ne pas exister. Par contre, lorsqu'on revient over les call resistance, les gamma wall, etc., ben c'est l'effet inverse qui arrive. On a un marché qui devient soutenu parce que les market makers doivent re-hedger. Et comment ils font ça? En achetant l'underlying asset, c'est-à-dire directement le marché. Donc, c'est ce qui est soutenu et ce qui expliquait le monster pop qu'on a vu. C'est énorme, honnêtement. C'est presque 5% straight up sur le Nasdaq. Vraiment intéressant de voir ça. Du côté du dollar US, écoutez, on va en reparler plus en détail tantôt, mais tout ce que j'ai à dire pour cette semaine, c'est qu'il était encore une fois très difficile à lire. Vous voyez un dollar US qui demeure soutenu. On a quand même closé over le void ici, vous voyez vendredi. Donc oui, on a vu de la faiblesse là jeudi sur le spike des indices, mais rapidement, on a reclaim. Donc, on va en parler un peu plus en détail tantôt, mais quand même assez tricky du côté du dollar US. Le VIX, ben, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est que si la fenêtre s'ouvre, il faut que le VIX réagisse. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un VIX qui n'a pas été capable de prendre l'expansion. Lundi, mardi, on a vu un VIX quand même grinder, mais on n'a pas vu cette violence-là de dire, OK, on spike over le haut de la semaine précédente. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Jeudi matin, on a ouvert en gap down, puis la volatilité continue à se faire compresser. Par contre, encore une fois, qu'est-ce que j'attire votre attention? C'est, je vous répète que c'est un environnement qui est tricky, un environnement qui est dangereux, un environnement qui est assez unique. Vol up, et on a encore fait un higher low, donc vol up et indice up. Évidemment, on a vu des new all-time highs sur IS, sur Nasdaq, donc ça, c'est quand même quelque chose que vous devez être à l'affût et être conscient. Ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine passée. Avant d'aller plus loin sur qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir, je veux prendre un petit 30 secondes pour vous parler encore une fois du mentorat. Déjà, là, près de 20 inscriptions pour le groupe qui débute le 1er avril. Je veux pas dépasser vraiment ce chiffre-là. Donc, si vous avez de l'intérêt, essayez de le démontrer assez rapidement pour vraiment étudier. Tu sais, je vous le dis, là, je prends quand même le temps de discuter avec vous autres. OK, c'est-tu quelque chose qui est adapté? C'est-tu quelque chose qui peut vous aider? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je veux vraiment, tu sais, je m'implique beaucoup dans le groupe, on interagit à tous les jours ensemble, 5 semaines ensemble, 4 sessions par semaine, du lundi au jeudi, tu sais, c'est plus de 30 heures qu'on passe ensemble, donc je veux vraiment que les gens qui sont là, ils s'investissent à 100% et ils savent dans quoi ils s'embarquent. Donc, allez sur le site web, le lien est aussi dans la description. Remplissez le petit formulaire si ça vous intéresse. Je vais vous contacter au cours des prochains jours pour discuter de tout ça ensemble. Donc maintenant, si on regarde pour la semaine qui nous attend, qui est une semaine vraiment intéressante, pourquoi je vous dis ça? Parce que côté calendrier économique, c'est un peu plus clean que la semaine passée. Il n'y avait pas grand-chose la semaine passée. J'aime quand on a des nouvelles, pas nécessairement comme un CPI, FOMC ou Non-Farm Payroll, mais des choses un peu plus légères où on sait qu'il va y avoir des runs intéressantes qui vont être amorcées autour de ces heures-là. Donc cette semaine, ça ressemble à ça. Côté nouvelle économique, lundi,
Quand même assez relax, le New Home Sales à 10h, quelque chose qui peut nous frame une run, mais c'est rien de trop majeur. Les Year Note Auction aussi en après-midi, toujours quelque chose d'intéressant, volatilité qui est associée à ça récemment. Mardi, on a Core Durable Goods Order, qui est quand même une belle nouvelle autour de 8h30, donc ça c'est assurément une journée qui m'intéresse beaucoup, spécialement parce qu'on a aussi un Consumer Confidence à 10h. Donc 8h30, on a une belle nouvelle qui va driver ça, et on combine ça avec 10h qui est notre sweet spot là, habituel. Encore une Note Auction en après-midi. Donc mardi, là, personnellement lundi, peut-être un peu moins intéressé de m'impliquer dans cette journée-là, surtout avec le gros range qu'on a eu jeudi et vendredi passé. Mais laisser un peu la poussière retomber lundi, puis mardi, vraiment, là, ça va recommencer à être mon focus. Mercredi, on a un GDP, donc très belle nouvelle aussi à 8h30. Des Fed speakers en après-midi. Jeudi, on a le Core PCE Price Index, qui est un chiffre d'inflation pivot aux États-Unis, donc très important. Je vous dirais même que c'est plus important que le CPI parce que ça montre un peu plus la réalité. Donc vraiment là, 8h30 jeudi matin, en plus évidemment du jobless claim habituel. Très important comme journée. Pending Home Sales à 10h. On a des Fed speakers encore une fois. Et on finit ça vendredi avec un CPI européen qui n'est pas vraiment pertinent le côté US. Toujours quand même intéressant de le savoir. On a des PMI à 9h45, Employment Manufacturing ISM, donc à 10h, donc vraiment encore une fois une belle nouvelle. Michigan Consumer Expectation, Consumer Sentiment, on a Waller, des Fed Speakers, etc., name it. Donc honnêtement, je vous dirais que lundi est peut-être une journée là, à prendre un peu plus léger, mais à partir de mardi, on a vraiment une belle semaine qui pourrait s'amorcer. En parlant justement, je vous ai parlé un peu du PCE, puis je vous ai parlé la semaine passée de ce fameux CPI-là, que personnellement, je vois l'inflation. Je pense qu'on pourrait revoir une vague quand même assez importante qui pourrait s'en suivre, là, alors que tout le monde crie un peu victoire du côté de l'inflation. Personnellement, je suis de ceux qui croient que on n'est pas nécessairement sorti du bois et qu'il reste à avoir peut-être un deuxième leg up là-dessus. Je vais faire un petit bout de chemin là-dessus. C'est un peu moins mon style, si je peux le dire. Moins le genre de choses que je vous partage là, ici dans les Weekly Prep. J'en parle souvent dans le Discord, dans les lives, etc. Mais je trouve quand même intéressant d'en glisser un mot. La semaine passée était une semaine extrêmement complexe. Puis oui, vous pouvez regarder ça puis dire hey, écoutez, Matt, comment ça, c'est une semaine red alors que les indices sont en new all-time high? Puis une belle volatilité. Puis oui, c'est la réalité. Sauf que la réalité, là, puis on va en discuter dans les prochaines minutes avec la Weekly Prep de cette semaine, c'est qu'il y a beaucoup... C'est un environnement excessivement dangereux. Et tu sais, je veux pas sonner comme dramatique ou dire « Hey, on va parler de crash » ou quoi que ce soit. Vous le savez, je déteste au plus haut point ce mot-là parce que ça fait juste aucun sens pour moi. On est capable de lire le marché et de voir qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser. Si ça se réalise, on réagit comme ça. Si ça se réalise pas, on réagit comme ça. Donc, on a un système en place, on a une compréhension en place qui nous permet de naviguer ces marchés-là. Par contre, c'est pas vrai que, parce qu'on fait du day trading, que ça veut dire qu'il faut trouver des trades à tous les jours, puis comme 3-4 trades, puis même, tu sais, on parle souvent de less is more, c'est ce que j'applique tout le temps. Très peu de trades, le plus de qualité possible. Mais même à ça, cette semaine, je me suis rendu compte que écoutez, là, c'est un environnement qui est vraiment spécial actuellement. On a des données économiques qui disent une chose, on a un marché qui fait l'inverse, on a un genre de blow-off, les références, le dollar US, les yields, la volatilité, tout ça actuellement là, fait une genre de dispersion, là. Tout est un peu all over the place. Comme personnellement, j'ai jamais navigué ces marchés-là. J'attire votre attention sur un graphique. C'est très rare que je compare des graphiques du passé avec récemment. Vous le savez, ceux qui sont dans le Discord, à chaque fois qu'il y en a un qui poste un graphique d'un point de vue technique, je réponds en disant ça fait aucun sens. Puis souvenez-vous là, lorsqu'on était, je sais pas, je pense que c'était cet été ou l'année passée, là, il y avait du monde qui superposait des graphiques avec 2008, 2000, puis c'est là qu'on s'en va. C'est fuck all, ça veut absolument rien dire. Une chart, oui, elle l'oublie pas, mais je veux dire, tu peux pas comparer des charts d'un point de vue technique. Par contre, qu'est-ce que j'aime bien de l'image que je vous partage ici, c'est vraiment tu sais, qu'est-ce qui se passe en dessous, là, puis comprendre un peu tout ça.
Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est l'inflation. Et là, on parle de 1967 à 1979. Donc, quand je vous dis que c'est des moments dans le marché actuellement que personnellement, j'ai jamais expérimenté, ben, vous comprendrez qu'évidemment, j'étais même pas au monde dans ces années-là. Puis, je veux pas non plus mettre trop d'emphase là-dessus, mais c'est un peu... Je trouve que cette image-là justifie bien le fait que je vous dis d'être prudent. Ça veut pas dire que c'est ce qui va arriver non plus, là. Au contraire, je fais juste vous mettre en contexte un peu. Lorsqu'on combine macroéconomie, compréhension, que le marché, c'est pas nécessairement sain, qu'est-ce qui se passe, tout diverge à travers les références. Ben ici, c'est un bon exemple. Vous voyez là, en rouge, c'est le graphique du SP500. Et en bleu, ici, c'est on peut dire le CPI, l'inflation. Donc, on avait une première vague, et on pourrait comparer ça, la drop de peut-être 2022, CPI qui a monté beaucoup, et là, on a un CPI qui grind down avec un blow-off, du moins un rebond, et regardez le genre de blow-off qui se met en place là, vers la fin de cette run-là, alors qu'on pense que le CPI a commencé à remonter, un peu comme on a vu récemment, ça fait 2 à 3 CPI, PPI aussi, qu'on commence à revoir une certaine résilience et les chiffres d'estimation sont, on sort plus haut que les estimations. Un peu comme on voit ici. Et vous voyez comment on se met à accélérer comme un genre de blow-off que je vous parle là, depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. C'est quelque chose que on discute assez souvent. Puis on n'a pas nécessairement vu. On l'a vu se mettre en place, c'est comme, mettons, vendredi, jeudi, mais tu sais, pas sur une longue période de temps. On a notre blow-off ici, et qu'est-ce qui arrive? L'inflation, on a un deuxième leg up. Un peu comme, qu'est-ce que je vous dis que c'est personnellement qu'est-ce que je vois possiblement. Et on a l'inflation qui remonte. Et là, on a un autre leg down important sur les SP500. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver. Je vous dis pas non plus qu'on est en train d'essayer de timer ça parce que qu'est-ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, c'est que je suis bullish cette semaine, vous comprenez. Mais quand je vous dis d'être prudent, là, c'est le genre de choses que je voulais comme vous montrer. Je trouve que ça affiche bien quand même là, qu'est-ce qu'on voit. Puis, tu sais, alors que tout le monde tente de comparer les marchés à des moments plus récents, personnellement, je trouve que cette période-là, même si j'étais pas en vie, évidemment, là, lorsque vous l'analysez un petit peu plus, je pense que c'est une économie qui ressemble un peu plus à ces moments-là. Donc, ça ressemble à ça. Je voulais juste vous glisser un petit mot là-dessus. Ça va faire que la Weekly Prep va être plus longue, mais écoutez, c'est ça qui est ça. Donc, je vous donne l'info que je voulais vous partager aujourd'hui. D'un point de vue technique maintenant, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Ben écoutez, tu sais, quand je vous parle de fenêtres de faiblesse, puis de l'importance de l'OPEX, les quad OPEX, évidemment, quand on n'est pas capable d'aller d'un côté dans ces moments-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'inverse est extrêmement, extrêmement puissant. Et je vous avais même mentionné, bon, si on n'est pas capable d'aller plus bas, généralement, on peut pas juste dire, OK, si on n'est pas capable d'aller plus bas, on va aller plus haut. C'est pas de même, ça marche. Sauf que dans l'environnement actuel, avec la puissance des flots, l'importance du quad OPEX de Mars, c'est le genre de momentum qui pourrait vraiment se mettre à accélérer sur l'upside. Puis comme, autant que jeudi, vendredi, on était comme tabarouette, OK, comment qu'on fait pour se positionner dans ce marché-là? Puis c'est très difficile de se positionner dans un marché qui monte comme ça. Un peu comme en 2021, c'était excessivement complexe de snapper des trades low risk. Et c'est ce qui rend cet environnement-là excessivement compliqué. C'est frustrant parce que souvent ceux qui connaissent rien, ceux qui ont peu de connaissances ou un système pas très bien défini puis qui prennent des trades un peu risqués puis dans ces moments-là, c'est ces gens-là que vous allez avoir tendance à voir qui ont le plus de succès. Puis, tu sais, lorsque vous comprenez que vous avez un système, des stratégies, que vous avez des règles bien établies, ben souvent dans ces conditions-là, vous allez être laissé sideline. Puis c'est là que ça devient une bataille vraiment mentale puis compliquée parce que il faut que vous compreniez que, regarde, j'ai pas eu mon entrée, fine, that's it. Le marché fera qu'est-ce qu'il veut, mais je l'ai pas eu, that's it. Alors que si vous commencez à chasser là-dedans, oui, ça peut bien aller quelquefois, mais la majorité du temps, là, la réponse c'est que ça va être catastrophique, ça va être dangereux, ça va vous créer des mauvaises habitudes. Et après ça, quand le marché va redevenir un peu plus rationnel, il va travailler de façon un peu plus normale, si on peut dire, ben là, vous allez être déstabilisé, vous serez plus quoi prendre, quoi faire confiance. Donc, je veux juste vous dire là, que c'est pas grave dans ces moments-là. C'est vrai que c'est plus compliqué. C'est pas parce que c'est super directionnel que ça veut dire que hey, c'est facile, on prend n'importe quoi. Non, c'est l'inverse. Souvent, là, vous allez avoir tendance. Personnellement, dans ce genre de mouvement un peu irrationnel-là, c'est là que c'est le plus compliqué de se positionner low risk.
Donc, pour cette semaine, si vous regardez ça en weekly du côté du SP500, qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée? Ben, en fait, il y a 2 semaines, là, on a créé cette down candle-là. On avait fait un lower low à l'intérieur du void en weekly qui est assez subtil, suivant celui-là aussi. Et on a closé la semaine quand même assez haute. Donc, on a créé un bloc. Donc, ça, là, tant que cette zone-là, c'est-à-dire seulement en daily, tant que le 50-40 sur le SP500 demeure un support, personnellement, c'est un dip que j'aimerais jouer. Une autre chose qui est tannante un petit peu aussi, c'est que, tu sais, la fameuse fenêtre de faiblesse que je vous parle, où ce que je veux voir un retracement. Oui, on le short, mais ce retracement-là, je le voyais tout le temps comme, oui, ça peut se mettre à accélérer, mais le but premier, c'est de voir un retracement qui aurait pu nous faire positionner pour une ride vers les all-time high, vous comprenez? Mais pour l'instant, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à chaque drop, qui est assez hard, une journée plus tard, on a reclaimé la totalité du mouvement, littéralement. Vous voyez ici, Big Down Day, le lendemain, New High. Big Down Day, 2 jours plus tard, New High. New High, une journée plus tard. Donc, tu sais, c'est excessivement compliqué parce que oui, j'ai pas de problème à jouer le upside, mais je veux toujours regarder pour prendre des entrées puis des positions dans des zones où ce que le marché est un peu plus bas. Donc, tu sais, c'est là que le risque est moindre. Alors que là, on n'a quand même pas le temps de réagir puis de se positionner que c'est déjà en train de blower. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce que j'aimerais? Vous voyez, on a créé le void là, sur la chandelle de jeudi. Donc, énorme void. On a amorcé ce mouvement-là avec un gap and go. Donc, ce gap-là, tant qu'il demeure ouvert, je suis extrêmement bullish. C'est sinon pas le setup le plus puissant. Lorsque, tu sais, ici, on avait fait un gap and go potentiel, ça a été super violent. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas vraiment go. On a reclaim rapidement. Ici, on a gap and go. Est-ce qu'on peut se mettre à blower? Personnellement, c'est ce que j'aimerais voir, là, et nous amener probablement jusqu'à mars, qui serait le prochain moment où je serais plus prudent sur le upside. Ça veut pas dire que j'achète n'importe quoi actuellement, mais personnellement, si on peut avoir un retracement en début de semaine qui viendrait holder cette zone-là, je suis excessivement bullish pour une continuation up, et ça risque d'être violent, je vous le dis, ça pourrait être rapide. Target 1, évidemment, all-time high de la semaine passée. Ben, all-time high tout court, mais le high de la semaine passée. Par la suite, une standard dev du pullback qu'on a eu la semaine passée. Cette projection-là devient Target 2. Et Target 3 devient, évidemment, là, en fait, c'est le même que je vous montre depuis une couple de semaines. Mais j'aime vraiment ce Target-là comme Target un peu plus ultime, peut-être jusqu'à mars. Vous prenez le retracement là, ici qu'on a eu octobre. Puis, on projette un mouvement d'une standard dev qui nous amène autour de 52,92. Donc, ça, c'est vraiment un objectif que j'ai. On parle de quoi? Environ 3%. Ouais, 4% environ, là, donc 4%, ça pourrait être vraiment un très très beau target. Personnellement, c'est ce que je vais surveiller. Donc, je voudrais voir de la faiblesse en début de semaine pour voir peut-être mardi, mercredi, voir une force qui revient pour nous amener vers, premièrement, le high de la semaine passée. Par la suite, si on peut prendre l'expansion over, ça devrait être quelque chose d'assez joli. À l'inverse, si on se met à pousser en début de semaine, ça ne veut pas dire que je suis bearish pour la suite. Ça veut juste dire que ça va être un petit peu plus complexe de se positionner à ce moment-là. Tu sais, il faut pas non. Tu sais, je vous dis d'être prudent. Oui, je suis bullish, de retour bullish. Mais à minute qu'on voit un signe de faiblesse important, ça reste les mêmes signes. Qu'est-ce que vous voulez voir? C'est OK, est-ce que la volatilité se met à exploser? Est-ce qu'on est en train de blower tous les supports qu'on crée sur le upside? Si la réponse c'est oui, on peut flipper très rapidement parce qu'on est dans un environnement dangereux et c'est le genre de choses qu'on veut voir quand même. Si ça se pointe, on va pas être surpris. Là. Donc, avant cette semaine de vouloir aimer le short side, ça veut pas dire qu'on peut pas scalper ou day-trader le downside, mais avant de dire, OK, je pense qu'on retrace pour vrai, ben, il faut qu'on blow ce void-là, le gap, et qu'on close en dessous. À partir de là, ben là, évidemment, le lot de la semaine passée devient Target 1, Target 2 devient le double bottom, et là, on pourrait confirmer le downside. Mais tant que le gap ici demeure ouvert, personnellement, il n'y a pas vraiment de short en swing ou à moyen terme qui m'intéresse. Du côté du Nasdaq, ben écoutez, ça a été un peu plus faible. Là. Évidemment, on a fait un lower low alors que IS a fait un higher low. On a quand même breaké les all-time high, mais on n'a pas encore pris d'expansion over ces highs-là. Cette semaine, même chose. J'attire juste votre attention en weekly. Vous voyez, oui, on a fait un higher high, mais tu sais, sur le SP500, j'avais tracé ce bloc-là, le bloc de la semaine du 12 février. Je ne l'ai pas tracé sur Nasdaq. Par contre, cette semaine, là, si à un moment ou à un autre, on est de retour autour des highs, ça ici, ça doit devenir un niveau que vous tracez. Parce qu'on pourrait très bien venir puncher ça et voir une expansion par la suite. Donc, la chandelle du 12 février, monitorez ça sur le Nasdaq. Pour l'instant, je ne l'ai pas tracé parce que c'est
Je ne vais pas tracer un support pendant qu'on est en dessous, mais on peut anticiper qu'il devienne un support, vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je vais surveiller? Évidemment, c'est la même chose. On a le void qui a été créé sur le upside, le gap and go avec l'expansion. À partir de là, qu'est-ce que j'aimerais voir? Ça serait un retracement, même chose, qui vient puncher peut-être la première portion du void en daily, qui concorde aussi avec le bloc en 4 heures, on peut regarder ensemble. Là. Si on met ça en 4 heures, oups, comme ça, vous voyez là, cette zone-là qui m'intéresse beaucoup, qui est aussi autour de 50% du bloc en weekly. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais voir puncher avant d'aller plus haut. Si jamais on a allé plus haut, les targets, ça devient quoi? Même chose, on a projection FIB. Évidemment, le all-time high qui est le high de la semaine passée, ça c'est sûr que c'est target 1 à tout coup. Par la suite, projection FIB du pullback en daily, 0.5 standard dev. Un standard dev aussi du pullback en monthly qu'on a parlé tantôt. Donc le pullback qui a été mis en place, là, qui a pris fin octobre vers cette run-là. Donc ça, c'est le target un peu plus ultime aussi, qui pourrait être grindé peut-être jusqu'à mars, mais encore une fois, 3%, ça peut se faire assez vite si on continue à être dans un environnement de blow-off. Donc ça ressemble à ça. Évidemment, même chose, si jamais on blow ça complètement et qu'on flippe le gap, puis qu'on se met à accélérer, puis qu'on perd ce swing low-là, all good. Mais tu sais, qu'est-ce que je vous dis depuis 2-3 semaines? C'est que, OK, oui, on aime la faiblesse potentielle parce que la fenêtre était là. Mais là, cette fameuse fenêtre-là, on a comme manqué notre shot la semaine passée. Donc, à partir de cette semaine, les flots commencent à re-entrer dans le marché, en plus de ceux du quad OPEX de mars. Donc, c'est vraiment là, une stretch qui va être difficile d'avoir de la faiblesse dans ces marchés-là, à mon avis. On va être soutenu big time. Qu'est-ce qu'on surveillait? Oui, le swing low, mais on n'a pas pris d'expansion en dessous. Il faut, tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est pas juste dire, OK, tel niveau, tel niveau. Non, il faut comprendre comment qu'on... C'est souvent la phrase que je dis probablement le plus dans le Discord, c'est surveiller la réaction sur tel niveau. Oui, au début, ça peut demander peut-être de la compréhension puis une certaine expérience pour être capable d'interpréter ça. Mais c'est quand même ça la réalité. On peut pas juste dire c'est noir ou c'est blanc. C'est tout le temps gris en trading. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe et surveiller la façon qu'on réagit. C'est ça qui va dire, OK, finalement, on n'a pas pris d'expansion en dessous. On a juste pris la liquidité, on reverse. À l'inverse, si on prend de l'expansion en dessous, OK, là, on a quelque chose d'important. Donc ça, c'est encore une chose à surveiller cette semaine. On regarde du côté des références, puis j'en ai parlé tantôt, mais pour vrai, le dollar US, là, j'ai jamais, j'allais dire rarement, j'ai jamais vu ce genre de offset sur une aussi longue période de temps. Tu sais, honnêtement, je vous disais que si on perdait ce swing low-là, le scénario bullish sur le dollar US était pratiquement mort. Je le pense encore. Personnellement, on a quand même pris de l'expansion, mais le close de la semaine, on a quand même, jeudi, vendredi, on a un dollar up, alors que les indices ils ont fait pratiquement 4% dans ces 2 journées-là. Donc, c'est spectaculaire de voir comment que le dollar est résilient malgré que les indices sont en blow-off. Donc, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire là, cette semaine. Juste surveiller. Tant qu'on consolide, je vous dirais, là-dedans, tant qu'on hold là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse sur le dollar. Il ne nous donnera pas vraiment d'informations à court terme. Qu'est-ce que je veux surveiller, c'est, OK, là, pour l'instant, on a réagi sur ce bloc-là. Est-ce qu'on perd le lot et que là, tu sais, je voudrais que si on perd ce swing low-là, on va probablement aller attaquer ça. Et à partir de là, j'aime beaucoup ce double bottom-là qui est aussi le void en weekly. Donc, à partir de là, ça serait un scénario qui est fort possible, mais en même temps, on a closé over le void ici, donc il démontre une grosse résilience. Lui aussi a amorcé un down move sur un gap and go, qui n'est pas énorme, mais quand même. Vous voyez là, on a créé notre gap, retest, et on a pris de l'expansion. Donc, difficile d'avoir un read 100% clair sur le dollar US. Si on regarde un peu du côté de l'euro pour vous donner un petit peu plus d'indices, ben, tu sais, d'où ce qu'on arrive est quand même valide, là, et la façon qu'on a quitté, très bullish. On a closé over le void ici en weekly, vous voyez, on a réussi à reclaim là-dessus. Maintenant, tant qu'on garde ça comme support, ben, je pense qu'on peut voir l'euro vraiment accélérer over le A et vers ce double top-là. Donc, tu sais, même l'euro, souvent, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu regardes le dollar US, il ne donne pas beaucoup d'indices. Tu regardes l'euro, OK, super clean. Tu peux utiliser ça pour framer ton bias. En ce moment, les deux sont pas très jolis. Puis oui, je suis quand même relativement plus bullish euro, bearish dollar US, mais la résilience là, commence à être quand même assez impressionnante. Du côté du VIX, ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt, vol up, indice up qui continue à se bâtir. À partir de là, je m'attends à ce que ce gap-là soit fermé cette semaine. Donc le gap là, qui a amorcé le down move il y a 2 semaines, le lundi, a toujours pas été fill. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais, il faut absolument que ça reste ouvert. Oui, ça l'a resté ouvert, mais maintenant, je pense qu'on pourrait aller l'attaquer
cette semaine, dans le cas où les indices continuent à monter, je m'attends à ce que le VIX soit crush, encore une fois, peut-être nous emmener jusqu'à l'OPEX de mars. Donc voilà pour le VIX. Du côté des yields, juste un coup d'œil rapidement. Je vous parlais quand même qu'on était résilient, mais c'est la même chose du côté des yields spécialement. Qu'est-ce qu'on surveille? C'est durant des gros mouvements directionnels. Gros breakdown, gros push ici. Mais quand on est en consolidation, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est pas quelque chose que je surveille au quotidien. Quelque chose que je regarde un peu plus pour framer mon bias, timer, OK, cette semaine un peu plus bullish, etc. Pour l'instant, on semble vouloir rejeter le void en weekly qui est ici. Vous voyez, 50%. Regardez le close des chandelles. C'est tout le temps impressionnant quand même d'avoir cette précision-là. Si on est capable de prendre l'expansion, perdre ce swing low-là, ben là, on pourrait avoir des yields qui sont crush back down. On a des chiffres économiques importants cette semaine, spécialement sur le PCE. Donc, c'est assurément le genre de données économiques qui peut avoir un gros impact sur les yields. Donc, ça ressemble à ça pour notre préparation. Tantôt, j'ai skippé les earnings là, lorsqu'on a discuté, mais juste rapidement, qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est pas une grosse semaine. Zoom, qui est quand même un titre qu'on surveille à l'occasion. On a Salesforce, qui est un titre vraiment intéressant qu'on touche à l'occasion aussi. Sinon, on a quoi? AMC, si vous êtes encore resté dans les années 2020, ben, c'est les earnings cette semaine. Best Buy, pas vraiment un titre qu'on touche beaucoup, mais c'est assez mollo, le côté earnings. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas nécessairement des compagnies qui ont un énorme impact là, sur le marché. Maintenant, du côté des stocks, je sais que ça fait déjà notre 30 minutes habituelle, on va essayer de faire ça vite, mais du côté de Tesla, quand même une faiblesse versus les marchés. On a vu un lower high alors que les indices ont fait un higher high. Autant que j'aimais la façon qu'on avait quitté ça, il faut qu'on trouve là, quand même une force rapidement. Là. Je voudrais peut-être un lower low en début de semaine pour ensuite snapper et aller finir le gap fill. Donc, gardez un œil sur Tesla. Du côté des méga caps, écoutez, c'est un peu ce que je disais la semaine passée. C'est spécial quand même de voir la force sur les indices versus les méga, les plus grands leaders des indices qui sont pratiquement, je dirais pas down, mais regardez Apple qui fait des lower high. Après lower high, alors que les indices sont en all-time high, c'est assez rare de voir ça. Juste garder un œil sur Apple, s'il se met à accélérer, j'aimerais jouer le long. Si on reclaim le gap, donne un support et qu'on prend de l'expansion, c'est quelque chose qui pourrait quand même être intéressant. À l'inverse, si on a de la grosse faiblesse, ben, je pense qu'on peut runner évidemment ces lows-là ici là, de façon assez rapide. Alibaba, un titre que j'ai posté la semaine passée, on en a parlé aussi ensemble dans la Weekly Prep. J'aime vraiment la structure qu'on est en train de mettre en place pour quitter potentiellement cette zone-là. Je m'attends à un monster move, là, si jamais on est capable de prendre l'expansion, rentrer dans le gap 87.7. Par la suite, le chiffre 100 va devenir un aimant assez rapide. Oxy, je suis très bullish sur le pétrole pour les prochains mois. Pas mal ça, le moyen terme, disons-le comme ça. Je pense qu'il y a quand même un beau potentiel qui pourrait se dessiner là-dessus. Oxy est un de mes titres préférés côté pétrole. J'aime beaucoup le breakover ici, le void qui a été tapé, consolidation. Peut-être un autre lower low avant de quitter. On a formé un double top qui est parfait ici. Donc ça, c'est un target A++ autour de 60.8. Par la suite, on pourrait parler de 62. Donc j'aime vraiment le potentiel sur Oxy cette semaine. RBLX, un titre que je vous mentionne depuis plusieurs mois. Oui, c'est vrai qu'on l'a tradé une fois parmi tous ces mois-là qu'on le surveille, mais un trade de 150%, même si je le surveille un mois de temps, personnellement, je trouve que ça vaut la peine. Donc, lorsque le scénario se met en place, puis que le trade se met en place, si ça fait longtemps que vous le surveillez, vous le snappez, ben, ça justifie cette surveillance-là. J'aime le fait que ça, il faut que ça hold. Là. Il faut qu'on prenne l'expansion cette semaine pas nécessairement en début de semaine, là, mais j'aimerais peut-être qu'on flippe ce gap-là, comme quelque chose du genre, puis qu'on explose. Personnellement, je m'attends à ce que si jamais on livre le target, ça va être en 1 ou 2 journées. Ça ne sera pas comme un slow grind. Peut-être qu'on peut grinder, mais même qu'on quitte cette zone-là, ça risque d'être très, très violent si jamais on le fait. Nvidia, vous êtes plusieurs à me dire « Hey Matt, analyse Nvidia, mais c'est quoi tu veux que j'analyse sur Nvidia? » Honnêtement, est-ce que je vais acheter un titre à 830$ après une run de comme 600%? La réponse, c'est non. Est-ce que ça veut dire que ça peut pas aller plus haut? C'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que personnellement, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse beaucoup. Encore quoi?
Pourquoi encore un gap and go sur les earnings complètement résilient? C'est encore une fois ça, c'est un phénomène. Si vous dites, qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas de sens que ça monte. Non, ça fait pas de sens que ça monte. Pas des compagnies comme ça à ces niveaux-là. Mais quand je vous parle de la puissance du marché des options, etc., ça là, c'est textbook. C'est ça qui arrive. Tout le monde le short, tout le monde le short, tout le monde prend des puts, tout le monde prend des puts. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si c'est l'opposé qui arrive, c'est encore 3, 4, 10, 100 fois plus puissant que juste un mouvement normal. Je l'ai mentionné sur les earnings. Regardez comment c'est assez classique, là. On amorce un sell-off comme de 2-3 jours. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que tout le monde voit ça. Hey, il est en train de tomber. Mais non, c'est juste une manipulation pour le snapper vers les highs. Donc, encore une fois, là, quand même intéressant. Qu'est-ce que je surveille? C'est le gap. Tu sais, si jamais, pour l'instant, c'est un gap and go, on devrait continuer à rider. Le chiffre 1000 devient vraiment bidé sur les options. Donc, je ne suis pas surpris qu'on voit 1000 sur Nvidia. Mais qu'est-ce que vous voulez surveiller? C'est le gap. Si éventuellement, tu sais, mettons quand je m'attends pas à ça, là, mais exemple que cette semaine, là, boum, 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 on revient en dessous du gap, ben là, on tient quelque chose de big pour potentiellement un retracement plus important. Parce que, honnêtement, c'est ce que je m'attendrais de voir, là, avec ce genre de gap-là. Pas que je m'attende de le voir dropper, mais si jamais il drop et qu'on flippe le gap, ça va devenir un genre d'exhaustion gap qui est pas capable de follow et on devrait avoir un retracement. Pour l'instant, je touche à rien là-dessus. Ça m'intéresse pas, personnellement. En parlant un autre Ponzi, SMCI, qui est un titre complètement, pas out of nowhere, mais qui fait un peu la une actuellement. Personnellement, je m'attendais de voir un autre higher high. Je pense que ça va arriver aussi. On a un autre genre de gap and go potentiel qui pourrait se mettre en place. Oui, ça fait pas de sens à ces niveaux-là, mais pensez encore une fois un peu différemment. C'est pas vrai qu'un titre, même si oui, ça fait pas de sens qu'il aille à ces niveaux-là, c'est très rare qu'on part en V. Là. Je veux dire, on va snapper une coupe de gens. Donc, surveillez ça, une volatilité vraiment exceptionnelle là-dessus. Et on finit ça avec Amazon, titre que je vous ai parlé là, il y a de ça quelques semaines. J'aime vraiment la run potentielle vers les all-time high. Gap and go que holdé. On a eu de gap and go cette semaine. Donc, c'est probablement mon préféré, le côté méga cap. Si jamais on a à avoir notre continuation up sur les indices, peut-être qui nous amène jusqu'à mars. J'aime beaucoup Amazon long vers 188, 190, potentiellement 200 pour la suite. Donc voilà, j'ai dépassé un peu le timeline que je nous donne habituellement, mais je pense que ça a valu la peine. Un peu plus d'opinion, plus personnel, juste des mises en contexte, la compréhension que je veux vous apporter. C'est mon but, c'est ce que j'aime faire aussi. Je vous invite à venir trader avec nous autres dans le Discord. On est live à tous les matins. Une préparation, le live trading, un recap. On échange, c'est vraiment le fun, belle ambiance, du beau monde. Venez trader avec nous autres, premier 7 jours gratuit. Sinon, le mentorat, comme je vous ai dit, si vous voulez si vous avez un intérêt là-dessus, c'est maintenant ou jamais là, pour vous inscrire, début 1er avril. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. Soyez prudents dans cet environnement-là. Je le répète, là, soyez picky sur vos setups. Vraiment, sélectionnez vos journées. Vous n'êtes pas obligé de trader tous les jours. Le but, là, c'est de conserver votre capital puis de profiter des opportunités lorsqu'elles sont à plus. Donc, soyez patient. Je vous laisse là-dessus. Passez une belle semaine et on se reparle dimanche prochain. Salut tout le monde.